Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel exercice de webinaire proposé par Simco Consulting. Aujourd'hui dédié à la prestation logistique, l'externalisation logistique. Et donc, nous aurons avec nous un témoignage de l'entreprise Adecco Outsourcing avec la présence avec nous aujourd'hui de Grégoire Lettis, le directeur général d'Adecco. Bonjour Grégoire. Et Bonjour. et Alexandre Lacaux, qui est donc en charge, je crois, de l'avant-vente et de la mise en œuvre opérationnelle, hein, si je ne m'abuse. Bonjour à tous, oui, c'est ça. Alexandre. Voilà, donc comme d'habitude, on va commencer par une présentation à la fois de Simco, puis ensuite on va introduire le sujet. Petit rappel, donc pour ceux qui peut-être nous rejoignent pour la première fois, vous bénéficiez donc pendant le webinaire d'un chat qui nous permet de poser vos questions. C'est quelque chose qui est important parce que ça nous permet derrière une interactivité à l'issue de la présentation. Et comme d'habitude, vous serez destinataire de la présentation et du support de présentation. Et puis, donc, vous pourrez également consulter le replay sur Internet de ce webinaire. Alors, au programme aujourd'hui, donc, on va parler d'externalisation avec un focus spécifique, notamment sur la partie externalisation et de prestations logistiques in situ avec nos amis d'Adecco. Juste un petit rappel, hein, focus sur qui sommes-nous, Simco Consulting, cabinet conseil en logistique supply chain. Nous, notre métier, c'est de vous aider, c'est la mise en performance de vos activités d'entreposage, d'usine et de distribution. La partie étude de faisabilité quand vous envisagez toute la partie automatisation de l'entrepôt, et on traite également des sujets qui sont liés à l'externalisation puisqu'on accompagne des donneurs d'ordre pour aller sélectionner le meilleur prestataire logistique possible qui va répondre à ses demandes, à ses besoins, et on accompagne également des prestataires logistiques qui vont répondre à des appels d'offres de donneurs d'ordre. Donc, on peut se positionner des deux côtés, d'où l'intérêt de ce partage aujourd'hui qu'on va faire avec vous sur cette partie, sur les différentes étapes de l'externalisation. On propose également la simulation de flux. On reproduit sur un environnement 3D une activité avec tout ce qui est paramétrage de cadence, fréquence, événements, de manière à pouvoir ajuster les activités sans perturber le quotidien des opérateurs ou des clients. Et puis nous sommes certifiés également Calliope, puisque l'idée c'est de vous accompagner sur les organisations, mais aussi sur la montée en compétences de vos collaborateurs. Voilà, donc le certificat Calliope qui va bien. Notre offre, je vous en ai parlé, vous commencez à la connaître effectivement. Donc, on est sur la partie schéma de distribution, tout ce qui va être master plan d'aménagement d'usine notamment, toute la partie logistique d'entreposage, donc avec la partie système d'information, avec la partie étude de faisabilité, qu'on est capable également de vous accompagner dans la mise en œuvre. Tout ça, on le fait indépendamment de fournisseurs, et quand bien même aujourd'hui nous invitons Adecco Outsourcing, on n'a aucun accord privilégié ensemble, hein, c'est juste un témoignage d'un fournisseur parmi tant d'autres. Nous avons des aspects également plutôt supply chain, hein, tout ce qui est prévision de la demande, gestion des stocks, ordonnancement, approvisionnement, la partie ligne production, et puis ces fameuses formations qui aujourd'hui font partie de notre catalogue avec des formations bien souvent ciblées et spécifiques et sur mesure. Vous avez ici quelques-uns de nos 600 clients. Alors Simco, 600 clients, 2400 projets réalisés, 40 ans d'expérience, un siège en Italie et notre filiale ici en France basée à Chalon-sur-Saône, et un bureau que nous sommes en train d'ouvrir à Barcelone également pour conquérir le marché espagnol. On en vient au sujet du jour, sur l'externalisation, transport, logistique. Encore une fois, on va aujourd'hui faire un focus un peu plus spécifique sur la logistique et encore plus spécifique sur la logistique in situ. Un petit rappel du contexte, un petit lexique, et puis ensuite nous avons on va développer toutes les différentes étapes qui vont nous permettre d'aller chercher cette externalisation, la préparation du projet, la phase d'appel d'offres,
et puis ensuite les facteurs clés de succès et la conduite du projet avant d'en arriver donc à la parole que nous laisserons donc à Adéco, à Grégoire et Alexandre, et puis donc place aux questions par la suite. N'hésitez pas à en poser. Profitons donc de la présence donc, de Grégoire et Alexandre à ce webinaire. Pour une fois, j'ai pas préparé un contexte habituel. J'ai demandé, j'ai fait un peu comme tout le monde ou comme les journalistes aujourd'hui, j'ai demandé à ChatGPT de nous préparer ce contexte. Je lui dis, ben, c'est quoi les avantages finalement et les points d'intention sur l'externalisation de la logistique. Et ChatGPT nous dit, voilà, les avantages, c'est de réduire les coûts parce que externaliser la logistique, ça permet donc de bénéficier de l'expertise, de l'expérience du prestataire. Ça améliore la qualité de service parce que on a des gens qui sont là aussi spécialisés dans leur domaine et très compétents. Ça permet une flexibilité. Voilà, c'est toute la partie fluctuation de la demande, pic d'activité et autres. Alors, c'est pas transférer la patate chaude, évidemment, hein, ça va de soi. Et puis, ça permet de se reconcentrer sur le cœur de métier. C'est un point qui est essentiel pour moi. C'est vraiment, on décide de confier de confier sa logistique si celle-ci va pas être stratégique. Sinon, évidemment, l'entreprise va plutôt la conserver. Les points d'intention qui sont portés, et plutôt à juste titre par ChatGPT, c'est un risque de perte de contrôle, puisque ben, si vous confiez votre logistique à un mauvais prestataire, entre guillemets, ben, c'est votre réputation qui est en jeu et vous avez moins de contrôle. Donc, il y a un point contractuel qui est extrêmement important qui permet à un moment donné de reprendre la main sur sa logistique. Ce risque de dépendance, puisqu'on va perdre quelque part donc, du savoir-faire, mais en même temps, on va se recentrer sur sa partie stratégique. Le risque lié à la qualité, hein, qui est un peu en doublon peut-être avec le perte de contrôle. En tout cas, ça peut être une des conséquences. Les deux peuvent être liés. Et puis, on peut avoir également des coûts cachés, puisque ben, quand on dépend d'un prestataire, ben, potentiellement, effectivement, on a beau avoir une grille de tarifs, il y a peut-être des choses alors qui sont cachées ou qu'on n'a pas dit ou qu'on a mal exprimé. Donc, d'où l'importance d'une très bonne démarche et de manière à pouvoir aller chercher et contracter avec un partenaire. Et puis, j'ai posé une deuxième question à cet outil. J'ai demandé donc quelle était la relation entre la stratégie et l'externalisation. Donc là, une petite définition, hein, la stratégie qui consiste à confier toute partie de la chaîne d'approvisionnement, etc. On nous dit ici, donc l'externalisation logistique peut prendre différentes formes, telles que la sous-traitance de certaines activités logistiques, le transport, l'entreposage, la manutention. Là, je vais rajouter cette notion de in situ, où en fait, c'est une entreprise qui vient avec son organisation, avec une partie du matériel et qui vient dans vos murs. Il ne s'agit pas d'aller exporter, j'allais dire, ou délocaliser sa logistique sur un autre site. Il s'agit donc d'accueillir un savoir-faire, une équipe, un prestataire avec toute l'organisation qui va bien et sur son site. Permettre donc mettre en place une stratégie logistique donc efficace. C'est important de définir clairement les objectifs et les attentes de l'entreprise, sélectionner un prestataire compétent, etc. C'est bien ce qu'on va démontrer aujourd'hui. Hein, c'est réaliser son trucage, j'allais dire. Et puis donc cette stratégie d'externalisation logistique peut offrir de nombreux avantages pour les entreprises, mais encore une fois, elle nécessite la planification rigoureuse. Et chose que n'a pas dit ChatGPT, c'est pourquoi il faut faire appel à un cabinet de conseil et évidemment à Simco Consulting. Alors, passer cette anecdote, l'idée c'est vraiment de développer donc, et de passer. Alors, on a une présentation qui est très riche. Hein, encore une fois, vous pourrez disposer de cette présentation à l'issue de l'exercice. Cette notion, on retrouve ici donc les trois couches de l'entreprise, la notion stratégie avec la supply chain, la notion tactique. C'est là qu'on va se poser la question finalement de la tactique opérationnelle, exploitation interne ou sous-traitance. Et puis donc la partie opérationnelle où on est vraiment sur l'exécution, sur le suivi. Il suffit pas encore une fois de passer une patate chaude ou de transmettre, de dire bah, c'est bon, j'ai un prestataire donc je m'en occupe plus. Non, au contraire, il y a besoin de créer du lien avec ce prestataire et il y a besoin aussi de sécuriser cette liaison. Alors, je reviens pas finalement sur
sur les avantages de la sous-traitance, parce que peut-être que ChatGPT s'est inspiré de notre site internet ou de nos précédents webinaires pour nous annoncer donc les avantages et les inconvénients. On va chercher en fonction du contexte des éléments qui vont nous permettre justement d'aller sous-traiter. On a besoin de se reconcentrer sur son activité, on a besoin de concentrer peut-être une enveloppe budgétaire financière, des investissements plutôt sur la production, plutôt sur le cœur du métier de l'entreprise. Et donc, on est moins enclin à dépenser pour de l'entreposage, pour des processus. On veut aller chercher la flexibilité, on veut peut-être délocaliser pour se rapprocher des clients dans le cadre du schéma directeur. Voilà. Et puis, donc, effectivement, les craintes, elles sont liées évidemment à ces risques de perte de contrôle et de réputation. Alors, toujours dans le contexte, qu'on soit en logistique en interne ou qu'on soit en logistique externalisée, on est toujours dans ce monde volatile, incertain, complexe, ambigu, ce qui fait qu'on a besoin d'aller chercher et d'avoir une garantie de flexibilité. On a besoin de faire face aux nouvelles demandes, de plus en plus d'exigences des clients, de plus en plus d'étapes à valeur ajoutée de plus en plus sur la dernière ligne, quasiment au dernier kilomètre de nos activités. On a besoin malheureusement d'augmenter le portefeuille de référence, donc de complexifier. Il faut qu'on fasse face aux besoins, aux évolutions également du e-commerce. Donc tout ça, ça nous donne finalement l'idée ou non d'aller confier cette prestation. Et aujourd'hui, on voit que 75% des entreprises qui font appel donc, à un prestataire logistique sont satisfaits. Et les 25% qui restent peuvent être partiellement ou totalement insatisfaits. Et en général, parce que le projet a mal été anticipé, a mal été préparé. On est comme sur une implémentation de système d'information. Si on a mal anticipé, mal prévu la bascule, eh bien forcément, on va être insatisfait derrière. Alors, un petit lexique très rapide ici sur les prestataires logistiques qui vont donc du 1PL où on est plutôt sur la partie transport. On a un petit peu plus d'entreposage quand on est sur un 2PL. Le 3PL, on amène des couches de valeur ajoutée et notamment donc toute la partie système d'information. Un 4PL, lui, va maîtriser une solution donc intégrée, donc en général avec du transport et de la logistique. Et puis le 5PL, lui, va aller assurer donc vraiment la partie ordonnancement, optimisation, c'est-à-dire que c'est plus le donneur d'ordre qui va dire il faut envoyer un camion avec ça dedans pour un client, un autre avec ça dedans pour un client. Il va dire voilà mon portefeuille client, débrouillez-vous, faites en sorte débrouillez-vous façon de parler, mais faites en sorte d'aller chercher au mieux le prestataire, de mettre en place, excusez-moi, l'organisation transport qui va bien pour aller optimiser donc les coûts. Et donc, on a une totale confiance, et en général, ce qu'on appelle une tour de contrôle pour discuter donc avec ces 5 pays. Alors, comment on va chercher la démarche qui va nous permettre justement de sécuriser cette prestation et d'aller sereinement vers le fait de confier notre logistique à un prestataire. Déjà, il faut qu'on définisse un plan d'action et qu'on ait une vraie stratégie, un vrai groupe projet qui se mette en place. Pourquoi? Parce que il y a des phases à respecter, il y a des compétences à aller chercher en interne pour pouvoir justement faire ce transfert aussi d'activité. Et donc, il y a un vrai plan d'action à définir. Ensuite, on a un appel d'offres à faire. Un appel d'offres, c'est finalement un cahier des charges. Qu'est-ce que je vais demander à mon prestataire? Et ce cahier des charges, petit à petit, va se transformer en appel d'offres et qui lui-même, petit à petit, va se transformer en contrat ou en pré-contrat, un contrat, puisque derrière, ce sont les juristes qui vont prendre le relais pour vérifier les petites lignes sur les différentes étapes. Et donc, on va commencer à avoir une notion, et ça c'est important, de SLA,
le service level agreement, c'est le minimum requis qu'on va demander donc à un prestataire avec donc une notion d'indicateur, avec un objectif qui est fixé, et on se réserve le droit de pouvoir faire marche arrière si à un moment donné ce niveau minimum, cet indicateur minimal n'est pas atteint et n'est pas atteint pendant plusieurs périodes consécutives. On a une notion d'audit, hein, évidemment, c'est important aussi de ne pas confier uniquement sa prestation sur papier, mais voilà, l'idée c'est aussi de sentir, d'aller voir des exploitations en place. Et puis il y a toute la partie donc de la réalisation du projet, la transition, encore une fois la planification, hein, on revient sur cette partie plan d'action. Et puis ensuite, hein, c'est le cycle PDC qu'on connaît bien. On va aller quand même checker, vérifier et mettre en place donc l'amélioration continue avec ces prestataires. Alors, on est sur cette phase de plan d'action, donc d'audit, hein, et on va vérifier le modèle actuel, gestion du transport, gestion des entreposages. On va aller vérifier donc ce que nous annonce finalement le prestataire UCIC. Et pour ça, on a une démarche. Et cette démarche va commencer donc par définir vraiment le périmètre, pardon. C'est quelle durée donc du contrat est-ce qu'on souhaite si on souhaite un contrat de durée courte, ben, ça ne va pas forcément inciter le prestataire à mettre vraiment des moyens et à se projeter sur le long terme. Hein. Donc, c'est toujours un petit peu délicat hein, de signer avec un prestataire un CDD très court, hein, puisque de son côté, le prestataire, lui, doit mettre en place son organisation, ses effectifs. Et plus on est sur des contrats qui s'échelonnent dans la durée, et plus on peut sereinement envisager donc, une montée en compétences et vraiment une réelle valeur ajoutée de la part donc, du prestataire. Il y a une notion d'approche par projet qui est importante et puis donc de subdivision, ce qu'on appelle les subdivisions des services, c'est-à-dire qu'on va vraiment découper ce qu'on demande et être très clair dans finalement le besoin qu'on va déclarer sur cette partie externalisation. Une fois qu'on a défini notre besoin, qu'on a notre cahier des charges ou en parallèle, on va aller chercher les prestataires qui vont pouvoir répondre à notre besoin. C'est-à-dire que des prestataires aujourd'hui, il y en a énormément. Vous tapez prestataire UCIC sur Internet, vous avez pas mal. Vous lisez la presse professionnelle, vous en avez pas mal. Mais tous ne font pas la même chose et tous n'ont pas la même spécialisation. Et donc, on peut bénéficier ici, on a un exemple d'IT Incel qui nous met une cartographie et qui dit, ben voilà, si on est sur un focus ici de e-logistique, c'est un peu une planification comme une carte de métro, c'est ben, on a des prestataires qui sont plutôt spécialisés, alors soit qui sont éditeurs de leurs solutions en interne de systèmes d'information, soit qui ont leur réseau de transport intégré, qui ont une implantation, une couverture internationale, etc. Donc, en fonction de ces lignes et des croisements, on voit des prestataires qui savent faire plus ou moins de choses. Ça va nous permettre d'aller identifier et d'aller cibler à travers aussi d'autres moyens, hein, donc d'aller cibler à qui finalement on a envie ou on veut aller, on veut transmettre notre cahier des charges. Pourquoi? Parce que dans un cahier des charges, vous avez comme des informations qui sont relativement confidentielles et on ne va pas l'envoyer à la terre entière. Donc on va aller cibler, interroger des prestataires potentiels, leur demander c'est quoi votre secteur d'activité, leur demander c'est quoi votre chiffre d'affaires, pour quel client vous travaillez, où est-ce que vous êtes implanté. Et donc, s'il y a un certain nombre de cases qui sont cochées, là, on va dire, oui, ça vaut le coup d'aller solliciter ce prestataire, lui envoyer l'appel d'offres et d'essayer de travailler avec lui. Et si c'est un prestataire qui est à l'autre bout de la France et qu'on a besoin de ressentir, de voir ses produits, et que notre périmètre et notre portefeuille client est plutôt sur le nord de la France ou de l'Europe, ben, on ne va pas aller solliciter ce prestataire et on ne va pas perdre du temps, entre guillemets, à lui envoyer notre appel. Donc, une première phase, le RFI, Request for Interest, on va identifier un pool de prestataires potentiels pour répondre à notre besoin. Et puis, donc, on va discuter petit à petit avec ces prestataires et identifier si effectivement
on va leur envoyer ou pas notre appel d'offres. Et cet appel d'offres, derrière, s'appelle le RFQ, le Request for Quotation. C'est-à-dire qu'on va envoyer notre cahier des charges, mais qu'on va accompagner aussi avec la présentation de la société, avec le contexte, la problématique exprimée. Donc, ce cahier des charges qui a bien été rédigé en interne ou accompagné par un cabinet conseil qui va vraiment décrire de manière intégrale, et c'est important, cette intégralité, ce qu'on va solliciter, ce qu'on va demander donc aux prestataires, et puis ensuite on va décrire les différentes étapes de l'appel d'offres avec le planning, les dates, de manière à pouvoir avoir des réponses aussi homogènes de la part donc, des prestations, des prestataires, et donc des retours qui vont être relativement comparables. Voilà. Et donc on a ces premières réponses derrière, donc qui vont nous permettre après analyse donc de réaliser donc une shortlist, c'est-à-dire qu'on va aller on va rentrer dans des discussions un peu plus serrées, on va échanger un peu plus d'informations sur le besoin et on va aussi attendre des prestataires qui posent des questions sur la compréhension évidemment du dossier. Ça c'est important, ces phases de questions-réponses pour bien comprendre le besoin. Le cahier des charges, on ne va pas revenir dessus très longtemps, hein, mais c'est bien l'expression du besoin. On n'est pas, attention, dans une expression de solution, on est dans une expression de besoin. C'est vraiment ce cahier des charges qui va définir derrière la réponse du prestataire en question. Et il faut encore une fois considérer que ce cahier des charges, c'est le draft finalement du contrat que vous allez passer avec votre prestataire. On donne des données qualitatives, on donne des données quantitatives, on donne des projections. Pourquoi? Parce que il faut que le prestataire en question, le partenaire, hein, puisse aller calibrer correctement sa solution. Donc c'est important d'avoir des annexes qui sont de qualité dans le cahier des charges et surtout de ne pas cacher des choses. Pas cacher en disant non, ça on ne va pas lui dire parce que sinon il va nous facturer cher. Je préfère qu'on dise les choses, qu'on mette un prix et un tarif sur les choses, ou qu'on s'organise en fonction, ou que le prestataire qui a quand même une valeur ajoutée, une expérience, va nous dire non, on va pas travailler comme ça, on va plutôt travailler de cette manière-là. Et là, vous allez pouvoir bénéficier de ses expériences, de son savoir-faire. Voilà, donc c'est bien là qu'il y a des échanges à faire. Et encore une fois, on va chercher un besoin et on ne va pas chercher une solution par rapport aux besoins d'externalisation. Le retour que vous allez avoir de la part des prestataires doit être comparable. Vous interrogez 5 prestataires, 10 prestataires au départ, puis 5 et puis 3 peut-être en shortlist. Il faut que vous puissiez comparer les différentes offres. Ça veut dire que vous allez imposer quelque part une grille de tarifs, ou quand bien même un prestataire vous proposez la sienne. Il va falloir savoir faire le joint et la jonction entre les deux grilles pour pouvoir comparer ce qui est comparable, vérifier que tout est intégré dans le périmètre et de manière à pouvoir, donc encore une fois, avoir un retour et une conclusion sur une analyse des tarifs, mais pas que, parce que derrière, vous avez aussi la partie technique. Hein, il faut bien définir qu'on n'achète pas, bien savoir qu'on n'achète pas un tarif quand on va chercher une prestation logistique, mais qu'on achète aussi une prestation avec de la qualité derrière. Et il faut savoir positionner le curseur entre cette notion d'équilibre entre le coût, le risque de surqualité et le risque de sous-qualité. Donc, on impose une grille de tarifs ici et on n'oublie rien parce que derrière, ça peut avoir des conséquences et on en connaît assez dramatiques. Le besoin exprimé en termes de stockage, en termes de manutention, en termes de transport. Là aussi, on va exprimer un besoin en termes peut-être de localisation, où on va aller demander à un prestataire de venir assurer une prestation donc dans nos locaux, dans vos locaux, donc à travers cette notion donc de prestation, donc ce qu'on appelle in situ.
Et puis donc quand on est un petit peu avancé, l'idée c'est de faire une réunion de travail avec ce prestataire et de la faire en invitant euh, en l'invitant à nous montrer des réalisations. Alors, pas évident hein, qu'un prestataire vous emmène chez un de ses clients, pas évident d'aller visiter une organisation existante parce qu'il y a toujours un peu de confidentialité, mais il faut que le prestataire puisse vous amener des éléments concrets sur son savoir-faire, sur son organisation, sur ses compétences, son bureau d'études, etc. Donc tout ça, ça fait partie des points qui interviennent dans la ligne, dans cette ligne contractuelle, c'est-à-dire euh, je, j'exprime mon besoin, je commence à discuter, donc j'identifie les prestataires potentiels, je commence à discuter, et à un moment donné, j'ai besoin de voir et de toucher du doigt, effectivement, et vérifier que ce n'est pas que du papier glacé, mais qu'il y a bien une réalité donc, derrière cette proposition. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, il faut bien insister hein, sur l'offre du fournisseur, l'offre du partenaire qui va être double. Il y a une partie économique, évidemment, tarifaire, mais il y a aussi cette partie technique, c'est comment est-ce que euh, mon prestataire me propose ou traduit mon besoin en solution, avec quels moyens. Et c'est toujours intéressant là aussi de monter cette comparaison entre les différentes solutions, parce que un prestataire qui vous propose 17 personnes sur un service et le prestataire d'à côté 23 personnes ou 30 personnes, ben, il faut comprendre les productivités, il faut comprendre l'organisation et il ne faut pas non plus prendre le risque de dire ben, je prends le moins 10 ans à 17 personnes, c'est cool, ça me coûte moins cher. Et puis au bout de 2 semaines, votre prestataire qui revient en disant ah mais là on a mal compris, on a mal interprété, donc finalement c'est 37. Voilà, donc il faut absolument éviter et vous avez besoin, encore une fois, de cette discussion avec ce prestataire, d'avoir des phases de soutenance, hein, comme à l'école, où on va aller analyser la réponse technique et échanger et s'assurer, il est important à ce moment-là de s'assurer que le prestataire en question potentiel a bien tout pris en compte, a bien interprété votre cahier des charges, ou qu'au contraire, il a une interprétation qui est peut-être erronée, pas complète, et auquel cas il est encore temps pour qu'il puisse revoir sa copie et vous refaire une offre dans la foulée. L'harmonisation, calibrage des offres, hein, encore une fois, comparer ce qui est comparable, ça c'est essentiel. La mise en place donc d'une grille de notation, hein, de pondération, est-ce qu'on veut plutôt privilégier les prix et privilégier euh, la compétence sur le secteur d'activité, hein, je veux me développer sur la GMS, bah, je vais peut-être aller chercher un prestataire logistique qui a déjà ses créneaux de rendez-vous dans les centres logistiques de la GMS, je vais faire du e-commerce, je vais peut-être pas aller chercher quelqu'un qui a jamais fait de e-commerce, etc. Donc ça, c'est important. Et donc, d'avoir cette grille de notation et de pondération va permettre derrière à vous, à l'équipe projet et à vos dirigeants de choisir et de dire, d'appuyer sur le bouton ou d'appuyer sur les 3 premiers boutons en disant, OK, on va rentrer en discussion plus précise donc avec ces trois prestataires. Une fois qu'on a donc identifié les prestataires potentiels ou voire le prestataire, ben, il faut gérer le projet, gérer la transition, gérer un déménagement. Alors, on est dans des configurations, on va gérer notre logistique en propre vers un prestataire, mais on peut être aussi dans des configurations, on va quitter un prestataire parce qu'on n'était pas satisfait, parce qu'on l'a challengé en termes de tarifs, parce que l'organisation est plutôt défaillante, même si ça ne se sent pas, on a un mauvais ressenti, etc. Il faut quand même être relativement objectif, parce que c'est pas neutre non plus de déménager une activité d'un prestataire vers un autre, parce qu'on a du déménagement, parce qu'on a des courbes d'apprentissage à nouveau, etc. Donc, il faut gérer ce projet
que ce soit de chez vous vers un prestataire, d'un prestataire vers un prestataire, ou en restant chez vous, de vos équipes à une équipe donc, de prestataires logistiques in situ. Et donc, c'est important de mettre en place cette gestion de projet, de jalonner, de définir les phases, d'avoir cette notion et cette tolérance finalement de courbe d'apprentissage, de savoir comment est-ce que vous devez et vous pouvez accompagner donc votre prestataire sur cette notion d'apprentissage. Et puis derrière, de pouvoir mesurer aussi avec des indicateurs donc la qualité de la prestation qui vous est assurée par le prestataire. Voilà, alors je vous propose de laisser la parole maintenant à Grégoire Letsis et Alexandre Lacaux qui vont vous présenter Adecco Outsourcing et puis j'espère de présenter aussi quelques cas et compétences et expériences que vous pouvez avoir avec vos clients. Je vous donne tout de suite la main sur l'écran. Merci beaucoup, Benoît. Je vous en prie. En tout cas, merci. On est ravis d'être parmi vous et avant peut-être de démarrer un petit peu par une présentation succincte de ce que nous faisons, qui nous sommes et ce que nous opérons notamment sur le marché français. Peut-être une courte introduction et je vais laisser d'ailleurs Alexandre se présenter et ensuite je prendrai la parole pour me présenter et ensuite décliner quelques slides et surtout, j'espère que ce sera interactif. Je vois un chatter donc et j'attends effectivement que les participants puissent poser leurs questions. On sera ravis de pouvoir, en tout cas, prendre en compte les questions et y répondre. Alexandre, peut-être une introduction? Je t'en prie. Ouais, pour ma part, donc, je suis en charge du développement de l'activité et du suivi des opérations, c'est-à-dire que je vais analyser le cahier des charges, définir les organisations et les différents modèles possibles. Ensuite, une fois qu'on les a entérinés avec le client, je vais être en charge de la mise en place et du développement et du suivi de ces opérations. Très clair. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, moi, je suis Grégoire Letsis, donc je suis le directeur général d'Adecco Outsourcing, qui est une filiale du groupe Adecco, et je vais vous présenter effectivement qui nous sommes au sein de cet écosystème de ce groupe international. Moi, c'est un groupe que j'ai rejoint il y a quelques années, il y a à peu près 5 ans. J'ai opéré dans le monde de l'externalisation sur des processus notamment en ressources humaines et ma première partie de carrière était plutôt dans le monde de l'audit financier, dans le contrôle, audit d'acquisition et évaluation de société. Donc, encore une fois, très ravi d'être parmi vous. Je vais vous partager mon écran et vous me dites dès que vous voyez si c'est OK de votre côté. C'est tout bon. Super. Alors, déjà, Adecco Outsourcing, donc vous, je pense que vous avez noté, il y a le nom Adecco. Donc, on appartient au leader mondial de solutions RH qui s'appelle The Adecco Group, qui est composé de 3 grandes… Alors, il y aura un peu d'anglicisme, je suis désolé. Donc, ce qu'on appelle des 3 GBU, des Global Business Units. Vous avez en haut de cette pyramide Adecco, vous avez en bas à gauche LHH et en bas à droite Akkodis. Et on a déjà notre raison d'être, c'est de travailler sur l'avenir, le future of work pour tout le monde. Donc, on aide à la fois les gens dans développer leur potentiel, permettre à nos clients d'optimiser leurs besoins en ressources et construire un monde du travail meilleur pour tous grâce à notre sensibilité leadership éclairée. Ce qui est important, c'est qu'on a un acteur référent, on est dans un monde en pleine mutation, en transformation et on a toutes les cartes en tout cas pour adresser la partie workforce. Donc, Benoît, tu as pris du chat GPT, donc on est dans l'intelligence artificielle. Nous, on reste encore dans l'humain, donc il y a des compétences humaines. Et évidemment, on n'est pas insensible et totalement agnostique de ce qui se passe sur le monde digital. Mais en tout cas, on croit vraiment à la partie humaine, la workforce et la combinaison des deux. Forcément, il faut vivre avec son temps. Et ChatGPT, c'est une vraie évolution, une vraie révolution. En tout cas, tout ce qui est digitalisation, ce sont des vecteurs de croissance et d'opportunités. En tout cas, le groupe auquel j'appartiens adresse en fait toutes ces stratégies, que ce soit d'acquisition de compétences temporaires. Donc là, c'est le cœur de métier d'Adecco, qui est vraiment cette notion de flexibilité, d'ailleurs que tu as cité dans l'un des enjeux de l'externalisation, la notion de flexibilité. LHH, qui est un des acteurs de recrutement
plutôt en management ou middle management, et aussi en consulting, stratégie de transformation pour des directions des ressources humaines dans le cadre d'accélération de croissance ou éventuellement d'accompagnement dans le cadre de plans sociaux. Et enfin, Acodis, qui est né du mariage récent de notre entité d'origine qui s'appelait Modis, et on a fait une grosse acquisition au niveau du groupe Adecco au niveau mondial. On a racheté AK Technologies. Donc là, vous avez un des acteurs majeurs dans les solutions de Smart Industry, dans le domaine IT et ingénierie. Donc là aussi en prestation de services. Donc vous avez quelques chiffres clés en bas que je peux évidemment actualiser, notamment on est sur un groupe qui fait un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 23-24 milliards. Vous avez on est leader, hein, vous avez de gros acteurs dans ce monde-là, mais vraiment cette force de frappe, je dirais ce panel de solutions via tes groupes est vraiment leader au niveau mondial. C'est un groupe qui est coté en Suisse. Je vous fais un zoom maintenant sur Adecco Sourcing. Adecco Sourcing, donc on est une filiale du groupe Adecco. On est une entreprise de prestation de services, ça c'est très important. Retenez vraiment ce premier message. Adecco, le cœur business, c'est la mise à disposition de compétences temporaires. Donc ça, c'est le réseau de travail temporaire. Je vais rester évidemment sur le domaine français. Donc là, c'est une activité normée. L'objet social, c'est une entreprise de travail temporaire. Donc on met à disposition des compétences temporaires et ça peut répondre effectivement dans le monde de la logistique, qui est un secteur pourvoyeur et qui a fortement besoin de flexibilité. Donc on fait appel au réseau Adecco pour mettre à position des contrats à compétences temporaires, ce qu'on appelle de l'intérim. Et nous avons une entité qui s'appelle Adecco Sourcing. Là, on passe le curseur plus vers l'engagement de résultats et je reviendrai. Et donc, on a créé cette BU il y a plusieurs années, il y a plusieurs décennies. Donc, et là, vous avez vraiment ce qu'on appelle une overview de notre présence au niveau mondial. On opère dans plus de 35 pays aujourd'hui sous la marque Adecco Sourcing ou sous d'autres dénominations. Mais en tout cas, on a un tronc commun qui est de délivrer des lignes de service, et notamment dans le domaine logistique. Et le chiffre d'affaires consolidé de l'ensemble des activités autour d'Adecco Sourcing est de l'ordre de 1,6 milliard de chiffre d'affaires, et considérez que un quart du total de nos activités en outsourcing adresse le domaine logistique et manufacturing. Et je l'évoquais, on a défini, quand on parle d'outsourcing, c'est-à-dire d'externalisation, on a défini des lignes de service. On ne veut pas opérer parce qu'on peut externaliser, sous-traiter dans beaucoup de fonctions contributives. Il y a des domaines comme l'IT, comme le domaine comptabilité, des domaines achats par exemple. Et donc on peut faire appel à des cabinets dont c'est l'expertise, à l'instar de Simco. Nous, on a vraiment défini 5 lignes de service. Évidemment, je vais vous inviter à zoomer plutôt sur ce qui est entouré à droite, qui est vraiment le cœur de notre échange. Donc, sur la ligne de service logistique manufacturing, on a une offre. On porte en fait sur certaines activités, sur certaines opérations, notamment dans la logistique in ou on-site, sur la logistique in situ, dans des processus industriels, que ce soit aussi en pré-production, ça peut être la préparation de commandes, en post-production, en construction. Et on a vraiment comme autre point dans les messages clés à retenir, notre raison d'être, notre parti pris, c'est de la workforce qui est managée. Donc nous, notre cœur, c'est aujourd'hui quand un client fait appel à de la workforce, donc des individus pour opérer sur toute ou partie d'une chaîne de valeur ou sur des processus core de core business. Donc, on fait appel à effectivement une massification, appel à beaucoup de manœuvres, et il y a un besoin de piloter, de manager à la fois la prestation de service et ces personnes. Donc, on est vraiment dans une thématique de workforce manager qui est vraiment notre parti pris aujourd'hui. On a l'humilité et la prétention de ne pas s'associer à ce que tu as cité, Benoît, tout à l'heure, cette notion de PL, hein, entre les 1 et les 5. On n'est pas dans une logique, nous, de s'équiper de moyens industriels de type entrepôt. On fait, et on va l'illustrer évidemment tout à l'heure de manière beaucoup plus concrète, on opère pour des clients pour les accompagner dans le pilotage de tout ou partie de processus et d'encadrement de pilotage de ses collaborateurs.
Quelques notions maintenant sur la France. La France, on a une présence qui est beaucoup plus récente. On a vraiment lancé l'activité voilà, il y a bientôt 5 ans. Donc là aussi, on a développé plusieurs lignes de service. On focalise sur la partie logistique manufacturing avec, voilà, je dirais quelques opérations. On a une vingtaine de programmes managés et qui sont managés par des experts. Et quand je parle tout à l'heure de Workforce Manager, c'est important aussi de retenir, ce sont bien nos collaborateurs. Donc, Adecco Outsourcing répond à des cahiers des charges comme tu l'as présenté, Benoît, hein, donc des RFI, des RFP. On répond à un besoin client, à un cahier des charges. On y répond avec des moyens humains. Et les collaborateurs, ce sont bien des collaborateurs qui seront employés par Adecco Outsourcing. Qui des CDI, qui des CDD et potentiellement aussi. Et souvent, on utilise aussi de la flexibilité. Et là, on s'appuie sur toute la force du réseau Adecco pour recruter ces intérimaires. Donc là, on a vraiment, donc retenez ça, Adecco Outsourcing, prestation de service en Workforce Manager et on a nos propres moyens pour pouvoir délivrer les prestations. Alexandre, je vais te laisser la parole pour vraiment peut-être maintenant rentrer un peu plus dans le détail sur un peu notre raison d'être, nos engagements de service. On répond, alors, nous, c'est pas du ChatGPT, Benoît, mais j'ai retrouvé quand même pas mal d'enjeux sur lesquels nous répondons. J'en rajouterai quelques-uns parce que ça, c'est effectivement, c'est assez bluffant, hein, ce que le livrable qu'a pu sortir cet outil d'intelligence artificielle. Mais on va essayer peut-être de le rendre un peu, de le compléter avec notre patte Adecco Outsourcing avec quelques éléments. Je te laisse la parole, Alexandre. Merci, Grégoire. Effectivement, je vais vous parler un petit peu de nos engagements de service. Donc, nous délivrons des prestations clés en main. Et quand on dit clés en main, c'est qu'elles sont managées par nos propres forces qui sont dédiées à chaque site. L'engagement de service, donc, avec des workforces pilotées. Les managers sont des experts dans leur métier que nous recrutons par le biais de nos agences et qui viennent donc piloter in situ vos productions avec vos spécificités. Ce qui est très important, comme avait été défini également tout à l'heure par Benoît, c'est les unités d'œuvre. C'est par ce biais que nous ferons toute la gestion de l'activité et qui seront également émises des factures. Et ça, c'est d'un point réglementaire très important. Adecco Outsourcing prend en charge donc le pilotage complet des prestations, le management des intervenants sur site, le management de la production et de la productivité. On met en place également un système d'assurance qualité et surtout un plan d'amélioration continue afin d'atteindre les excellences opérationnelles attendues du cahier des charges par le biais des SLA du client. Faut le savoir que nous sommes donc tenus à une convention collective de la prestation de service qui nous permettent en fait des possibilités d'opérer 7 jours sur 7, 24/24 et surtout d'avoir une politique salariale qui est liée à notre convention collective et pas à celle de nos clients. C'est un atout financier pour avoir des ROI assez importants. Donc, une prestation à Adecco Outsourcing a comme atout une conformité légale et réglementaire par le biais, encore une fois, d'une facturation à l'unité d'œuvre et surtout de la gestion complète de l'activité. Une couverture nationale, une capacité de déploiement extrêmement rapide par le biais justement, comme le disait Grégoire, de notre réseau d'agences intérimaires. Une adaptabilité, une agilité au métier du secteur. Ça vient effectivement des différents aujourd'hui métiers que nous faisons sur nos différents sites de prestation qui nous permettent de déployer rapidement des experts métiers qui sont déjà sur d'autres sites qui peuvent venir nous aider à la mise en place rapide des projets. Un engagement sociétal et d'insertion important, c'est une valeur très importante pour le groupe Adecco. Et enfin, un engagement financier du groupe, ce qui veut dire que l'avantage, c'est que nos clients ne seront jamais en dépendance, nous ne serons jamais en dépendance économique de nos clients, ce qui est quand même un point très important. Merci beaucoup, Alexandre. Et avant de passer peut-être au slide suivant, permettez vraiment d'insister. Là, on est donc Adecco Outsourcing. On appartient à un groupe qui s'appelle Adecco. Donc là, le premier item, qui d'ailleurs n'est pas apparu en fait dans le livrable de ChatGPT, c'est cette notion de conformité légale. On est dans un environnement qui est en France qui est très sensible. Quand on fait de l'externalisation, on doit être garant en tant que prestataire de service.
d'éviter tout risque de délit de marchandage ou de prêt de main-d'œuvre illicite. Donc, notre groupe, et on porte ces engagements du groupe, on se doit être garant effectivement que du respect des conditions qui assurent une prestation de service. Parfois, on est sur un terrain qui peut être sensible sur le territoire français. Pour ce qui nous concerne, c'est un vrai point. Et on a vraiment, on engage la responsabilité du groupe Adecco dans nos prestations. C'est un, voilà, il n'y a pas de zone de franchie. On est très très rigoureux sur cet aspect-là. Et puis évidemment, comme tu l'évoquais aussi, cette notion d'engagement de résultat, qui est vraiment aussi un point qui est essentiel, avec du transfert de risque. Parfois, quand un client veut externaliser une prestation, on porte aussi des engagements de résultat et on adresse aussi potentiellement des notions de risque qu'on doit adresser, tout en veillant à ce que nos clients se concentrent sur leur cœur de métier et nous allouent des prestations qui seraient non corps de métier, mais ça avait été évoqué précédemment. Donc, nous pouvons travailler sous deux formes, soit sous un mode projet, qui va être pour gérer des projets, on va dire, de court terme, ou des opérations de long terme sur des contrats souvent de 3 ans renouvelables. Le mode projet, en fait, c'est surtout la gestion en charge, de la montée en charge ou de la gestion d'une décroissance d'activité ou d'une modification d'une chaîne, par exemple. Ces projets peuvent aller de quelques semaines à quelques mois, avec des montées en charge rapides que nous sommes capables de supporter grâce, encore une fois, à notre réseau d'agences et de la mobilisation des ressources opérationnelles et d'un déploiement national, c'est-à-dire multisite ou monosite. Ça, c'est aussi une des caractéristiques, c'est qu'on peut intervenir sur différents endroits en même temps. Ensuite, nous avons donc des opérations sur du plus long terme où là, on vient s'inscrire complètement en fait dans le processus du client avec une externalisation d'une ou plusieurs activités, avec un accompagnement, un partenariat pluriannuel. Quand je dis pluriannuel, c'est qu'on va émettre, nous, un pilotage avec des gaps à franchir et à atteindre chaque année. Des pilotages de la prestation complètement, effectivement, inclusifs, avec les buts recherchés qu'on a cités tout à l'heure, qui est une réduction des coûts, une amélioration de la qualité, et surtout donner aux clients une flexibilité, une réactivité qui serait plus difficile à avoir en interne, parce que quand on n'a que des CDI, c'est plus dur en fait d'être réactif et de se dire là, il faut descendre notre capacité. C'est un des gros avantages de la sous-traitance et que Adecco est capable de faire, c'est que la réactivité, on l'a. On se base sur des prévisions qu'on nous fournit et à nous en fait d'adapter toute la main d'œuvre et toute la structure derrière. Évidemment, une grande notion d'amélioration continue. Encore une fois, on doit tendre vers l'excellence opérationnelle pour nos clients. C'est très important. On parlait justement de partenariat. C'est là où intervient vraiment le partenariat avec le même objectif commun. Et du workforce management à l'engagement de résultats in situ. Donc, c'est l'avantage, c'est qu'à partir du moment où on a des responsables qui sont dédiés à des sites et qui sont in situ, la communication est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et donc, derrière, la réactivité n'en est effectivement que plus rapide. Quelques exemples de cas concrets. Donc là, on va vraiment rentrer pour vous expliquer un peu ce qu'on est capable de faire. Donc, on travaille pour un leader mondial de l'hygiène et de la beauté. On gère complètement 2 entrepôts logistiques qui sont situés vraiment à la proximité de son usine. Donc, en fait, cette fois-ci, on va vraiment gérer toute la partie stockage, chargement, déchargement, préparation des commandes. On s'intègre complètement dans son système puisqu'on travaille sur son réseau informatique. Sachez qu'on est capable également de mettre un doublon, c'est-à-dire d'avoir notre propre système, le MS, et d'avoir le système du client et de gérer les deux en parallèle, ou d'avoir un système qui communique pour éviter d'avoir des interactions, entre guillemets, quelquefois sur des milieux sensibles, comme il peut y avoir sur, par exemple, des projets, on va dire, de l'armée ou autre. Vous devez gérer deux WMS ou 2 systèmes de gestion de stock différents. Donc ça, nous savons faire également. On a donc des ETP dédiés, jusqu'à 70 sur ce site, et encore, ça peut monter en pic période à des 100, 120. Un engagement donc sur les attendus du client, un plan de productivité et de réduction des coûts triennal, c'est-à-dire qu'on s'engage tous les ans à se revoir, à savoir si nous avons atteint des objectifs, à refixer d'autres objectifs pour être toujours, encore une fois, dans une excellence opérationnelle et faire avancer la productivité de nos opérations. Et enfin, un pilotage étroit avec le client par la présence
entre guillemets, in situ continu des experts métiers. Nous travaillons également pour un leader mondial dans le matériel agricole. Cette fois-ci, ça va être plus de la gestion de la supply chain. Donc là, on est intégré directement dans l'usine avec la gestion et la réception des matières premières, la préparation d'ordres de fabrication qu'on doit délivrer à des temps bien précis, à des ateliers bien précis. Et on fait également toute la logistique interne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la partie est terminée sur un atelier, c'est nous qui faisons la logistique pour emmener cette partie finie au prochain atelier. Donc, on se doit d'être très actif et d'être en temps et en heure précise pour que les opérations soient fluides. Donc, on maîtrise vraiment finalement complètement le processus du client pour pouvoir répondre au plus vite aux quelques problématiques qui pourraient arriver. Et ça a permis au client, lui, de se concentrer, encore une fois, sur son cœur de métier, de définir ses productivités internes et à nous de nous adapter pour que justement, et on a vu dernièrement justement des changements de cadence où nous, il a fallu également qu'on soit très réactif vis-à-vis de ces modifications de cadence. Et enfin, là, c'est plus pour vous parler des modes projet. On accompagne un client, en fait, où il doit être en période de transition. Dans ce cas-là, on a défini avec lui une organisation qui va durer 4 mois, avec malgré tout 7-7, 24-24, où on va mettre 86% du staffing est pris en charge sur nos agences. Ça nous a permis d'être très réactifs pour lui et encore une fois, avec des dispositions spécifiques salariales dans des milieux, quelquefois dans des bassins qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Et grâce à notre force et notre réseau, on est capable de déléguer des gens pour venir en fait aider nos clients ponctuellement. Très clair. Merci beaucoup, Voilà. Alexandre. Nous sommes arrivés, nous, au bout de notre présentation et on a essayé d'être synthétique, en tout cas, vous montrer un petit peu expliquer un peu notre raison d'être, ce que nous faisons. Vous voyez plus la présentation, c'est bon? Je pense que j'ai C'est bon. C'est bon, je vais pouvoir prendre le relais. Et vraiment, peut-être juste en guise de synthèse et pour que nos participants et ceux qui ont participé à ce webinaire, finalement, vous êtes face à un groupe dont le métier, c'est de recruter, qui s'appelle le groupe ADECO, qui répond à des besoins de flexibilité dans le cadre d'externalisation. Et nous, on accompagne toute la chaîne de valeur d'un client qui veut aller soit vers de l'engagement de moyens. Dans ce cas-là, il peut faire appel au réseau ADECO pour recruter des intérimaires. Mais là, on voit vraiment la tendance du marché qui va vers plus de l'engagement de résultats et ADECO de sourcing et la réponse du groupe ADECO pour répondre à des enjeux d'engagement de résultats, de prise en charge de tout ou partie de processus, de non-core business et avec des garanties en tout cas comme l'a très bien insisté et précisé Alexandre, notre culture, c'est la flexibilité, l'agilité, cette capacité de faire du sur-mesure. Et on a surtout l'appui d'un groupe dont le métier est de recruter. Donc, face à des clients, dans un contexte aujourd'hui de pénurie de talents, de pénurie de compétences sur le marché du travail, on est adossé à un groupe dont c'est le métier. Donc, on a une force de frappe et de réactivité qui est assez singulière sur le marché. Donc, et c'est ce qui nous positionne et ce qui nous fait vraiment, c'est un vrai élément différenciant par rapport à nos concurrents directs ou nos confrères sur les marchés sur lesquels nous opérons. Voilà ce que je souhaitais synthétiser et je te relaisse la parole, Benoît. Merci Grégoire. Je ne vais pas la prendre longtemps parce que l'heure avance et effectivement, c'est bien aussi de passer à ces questions-réponses. Je pense que vous avez mon écran à nouveau. Oui. Voilà, parfait. Voilà, beaucoup de texte dans cet écran parce que l'idée c'est vous avez parlé des conditions de réussite sur la prestation, sur la prise de dossier. Alors, vision long terme, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors, j'aurais une question à vous poser là, tout à l'heure, puisque je vois que vous distinguez la partie finalement vision long terme, vous considérez que c'est 3 ans, avec plutôt des opérations, j'ai dire one shot. Alors, je ne sais peut-être pas le terme que vous avez utilisé, mais j'aurais une question sur le sujet. Ça, c'est quelque part, c'est important. On va chercher un prestataire, mais il faut déjà qu'on analyse qu'est-ce qu'on veut faire et est-ce qu'on a déjà des sources d'optimisation, parce qu'on ne va pas tout confier non plus au prestataire. L'idée, c'est aussi de lui passer le relais et encore une fois, de rien lui cacher, mais de lui donner vraiment tous les enjeux et de faire en sorte que ce partenaire puisse réussir dans sa mission.
puisque ce serait dommage de gâcher. Faut que le projet d'externalisation soit partagé à tous les niveaux de l'entreprise, ça c'est important, qu'il y ait des phases donc de transition faut les anticiper pour éviter des difficultés justement de passation. Il faut que tout le monde puisse bénéficier donc de cette externalisation. Vous avez des intérêts, des avantages à proposer vos services, ça c'est important. Et puis encore une fois, on en a beaucoup parlé aussi, hein, ces notions de mesures de performance, de service minimum à assurer, hein, de niveau de service minimum à assurer. Sans quoi, ben, évidemment, c'est la réputation de l'entreprise qui parle. Voilà. Donc, il y a des notions de clés de succès. On a parlé d'outils, de systèmes d'information, WMS, évidemment. Ça va maintenant sans dire, digitalisons, hein, les flux, puisque vous n'allez pas prendre un prestataire qui va saisir les préparations, les stocks et les entrées en stock, hein. Il faut fluidifier un maximum donc cette partie-là. Alors ça peut être un des axes aussi pour lequel des donneurs d'ordre vont chercher la prestation logistique. On a une forte croissance, on a peut-être un outil de gestion d'entrepôt qui est caduc, pour faire un peu la gestion d'entrepôt à travers notre ERP. Il faut qu'on investisse. Ok, alors comment est-ce qu'on investit? Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on investit dans le WMS, ou est-ce qu'on va confier notre prestation? Est-ce que c'est pas le moment de confier la prestation à un prestataire, sur un partenaire qui vient avec ses propres outils? Et j'ai compris donc que vous disposiez donc d'un WMS, donc ça peut être là aussi une opportunité. Voilà, les informations qui doivent circuler en temps réel. Encore une fois, partager sa vision, ne rien se cacher. Quand on a des difficultés soit d'un côté, soit de l'autre, ou des pics qu'on sent qui vont arriver, il faut le partager. Ça, c'est le signe vraiment d'un partenariat. Vous avez insisté tout à l'heure, Alexandre, sur la partie donc législation. Ça, c'est important, hein. Le prestataire doit garantir le respect de la législation. On se retrouve aussi sur ce point-là. Choisir la meilleure flux, etc. Donc tout ça, il faut vraiment. Vous avez aussi parlé de la partie facturation. C'est des choses qu'il faut anticiper, puisque c'est pas une fois qu'on a démarré et au bout du premier mois, on dit ah mais au fait, comment est-ce qu'on prépare la facture, évidemment. Vous avez également donc à travers donc une charte qui a été proposée, un référentiel qui a été proposé donc par le gouvernement en 2018, qui est encore évidemment d'actualité. Donc c'est un référentiel en logistique sur la partie RSE, et c'est quelque chose, cette responsabilité sociétale des entreprises, c'est en interne, mais c'est également la loyauté des pratiques et les enjeux d'un donneur d'ordre avec son partenaire. Le respect de ce partenaire, les enjeux. L'idée, c'est pas d'avoir une position dominant-dominée, parce que ça, de toute façon, ça ne marchera pas, mais c'est vraiment d'avoir ce véritable partenariat. C'est ce qu'il faut aller chercher dans une prestation logistique. Voilà, donc chacun voit l'intérêt ou pas d'aller externaliser, c'est un choix stratégique. Quand on commence à confier sa logistique, ben, c'est difficile de faire marche arrière derrière. Autant on peut changer de prestataire, autant c'est difficile de rien analyser. Et donc il faut pas se tromper. Et donc ben, il faut se faire aider, évidemment, et on est à votre disposition pour cela. Voilà. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est de passer aux questions, messieurs, qui ont été posées sur le chat par les participants. Alors, le temps d'aller ouvrir la bonne fenêtre. Je vais commencer par une question qui m'effleure, moi, avant de passer aux questions des participants. Est-ce qu'il y a une durée de contrat minimum finalement pour aller chercher une prestation chez Adecco Outsourcing, puisque vous parlez donc vous avez bien distingué les deux, contrat long terme avec en général 3 ans, et puis donc vous avez une proposition plus court terme, plutôt sur du spot. C'est quoi si je veux vous confier finalement un inventaire de fin d'année, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et je sais qu'il faut un effectif assez costaud. Je vais plutôt m'adresser chez Adecco Outsourcing ou chez Adecco tout court?
Je suis un peu provoque. Je vais prendre la réponse, Alexandre, si tu veux bien. C'est une très bonne question et encore une fois, nous, on a ce qu'on appelle on a un processus d'analyse des opportunités, donc on étudie les opportunités. Alors, pour Adecode Sourcing, on a défini quand même un niveau minimum d'activité, puisque comme tout projet d'externalisation, et vous l'avez très bien dit, ça passe par une phase d'analyse de l'existant, du ASIS, hein, comme on dit. C'est quoi la trajectoire? C'est quoi les enjeux et la volonté du client? Et pour répondre à ces enjeux, est-ce que le schéma de l'externalisation est la bonne voie? Donc, on fait cette analyse. Et après, il faut qu'on soit en capacité de délivrer en fonction d'un calendrier prévisionnel du client. Donc, quand on parle on est en mode projet, cette notion de projet, c'est pas des projets d'une semaine, c'est plutôt des projets qui sont de plusieurs mois. Ça peut être du 3, 6 ou 9 mois. C'est-à-dire qu'on est vraiment plutôt dans un sujet de transformation. On est dans un groupe qui est en train de se transformer et qui a besoin peut-être d'isoler une activité ou opérer un test sur une nouvelle activité ou sur un projet ou sur sur une thématique. Et souvent, un test, pour qu'il soit probant, comme tout pilote, il faut qu'il y ait une durée minimum. Donc, on ne va pas faire un pilote sur 15 jours. Ça n'a aucun sens. Un pilote, c'est pour qu'il soit probant et qui permette de sortir un vrai retour d'expérience et qu'on puisse éventuellement le déployer. On est plutôt Aujourd'hui, nous, on regarde plutôt des projets qui ont un minimum de 3 à 6 mois. Par rapport à votre question d'inventaire, là aussi, c'est pareil. La question, elle n'est pas provocante. Mais si c'est effectivement un client qui a aujourd'hui un dispositif et qui souhaite renforcer de manière très ponctuelle, donc on est dans un accroissement temporaire d'activité sur une durée très courte, mais qui souhaite garder le management du processus d'inventaire, là, on est dans une logique de force supplétive. Donc ça, c'est de l'intérim, clairement. On fera appel chez Adecco, vous avez Adecco On-Site, dont le métier, c'est d'être en mode agence hébergée. On fera appel au réseau Adecco. En revanche, si un client est dans une réflexion de se dire, mais finalement, ce processus d'inventaire, il est sur multisite, il mobilise chez moi beaucoup d'énergie en pilotage et je suis prêt à réfléchir à confier à un prestataire une opération multisite. Donc là, on sera non pas sur la durée, mais là sur l'ampleur territoriale, et c'était le point d'Alexandre, cette force de frappe multisite. Donc là, derrière, nous, on va étudier de se dire, oui, on peut mettre en place un dispositif parce que ça fait appel à une capacité à la fois de mobiliser des personnes. Et derrière, on est dans une logique d'externaliser un processus qui s'appelle mon processus d'inventaire. Et donc derrière, nous, on pourra monter une équipe parce que quand on parle de workforce manager, il faut juste qu'on se dise les choses clairement. On a des gens qui délivrent la prestation, mais derrière, il y a de l'encadrement, comme Alexandre et ses équipes. On a un manager qui pilote, on a des responsables sur site. Donc, on a un vrai dispositif concret de management. Et ça, il faut aussi amortir nos coûts. C'est-à-dire que quand on fait une proposition, il ne faut pas que le client compare le coût d'un intérimaire éventuellement à si je confie à des codes sourcing, on ne sera pas du tout sur le même coût. Mais là, on est sur un autre sujet parce que si vous externalisez, nous, on sera engagé dans du résultat. On mettra en place, comme vous l'avez dit, des niveaux de service et des indicateurs de performance et vous confiez vraiment à un prestataire. Ça se fait aujourd'hui, il y a des prestataires dans le monde de l'inventaire. Donc voilà, donc la réponse n'est pas si on voilà, retenez juste la notion de projet, on est quand même sur des durées de 6 à 9 mois. Et en revanche, si c'est vraiment un micro-projet, on regardera plutôt si c'est aujourd'hui, le client est dans une phase purement d'accroissement dans temporaire d'activité, on saura l'aiguiller vers le bon interlocuteur chez nous, on saura faire. En revanche, il est dans une logique de réflexion sur est-ce que cette activité est corps, stratégique, et éventuellement une réflexion. Et si c'est du multisite et derrière moi j'ai un vrai business potentiel, on pourra l'étudier dans le cadre de nos réflexions d'externalisation. Merci Grégoire. Ce qui m'amène à poser une deuxième question. Donc, quelqu'un de nos participants a posé sur le chat.
Ils disent, OK, donc j'ai bien compris, vous fournissez donc surtout donc, du pilotage, du management, OK, et des collaborateurs, en vous adaptant à la structure matérielle existante. Alors, quid du matériel, justement, demande, est-ce que vous développez vous-même du matériel, vous installez vous-même du matériel en propre, ou est-ce que c'est finalement à votre donneur d'ordre de fournir le matériel et de remplir les conditions de succès de ces opérations? Alexandre? Oui, alors pour le coup, encore une fois, ça va dépendre vraiment du projet du client et de son projet, puisque l'idée c'est vraiment de se dire, ben nous on peut développer des moyens, on peut investir sur entre guillemets des échelles, sur un WMS, sur des chariots élévateurs. Tout ça mais ensuite après c'est quel est le projet pour le client, ça va rentrer dans un coût. Et il faut qu'ensuite, financièrement, on s'oriente vers ce qui est le plus avantageux pour le client. C'est-à-dire que effectivement, Adecco a des capacités financières, on est capable de développer des projets. Ensuite, il faut que ces projets, effectivement, ils s'inscrivent sur un long terme. On peut pas se projeter sur du court terme pour ce genre de projet, mais en tout cas, c'est des choses qui sont complètement étudiables, c'est des choses qu'on sait faire. Tout ça se calcule et ensuite, effectivement, il faut que le ROI soit là, il faut que financièrement le projet soit viable, quoi. Mais oui, on a des outils aujourd'hui et on est capable d'en développer d'autres en fait, par le biais on s'allie avec d'autres prestataires qui nous aident en fait, qui eux ont la spécificité de développement d'un WMS par exemple. Merci. J'ai encore une question, plutôt une remarque. C'est finalement, et alors c'est peut-être lié aussi au cas que vous avez présenté, vous vous adressez plutôt à des très grandes entreprises ou à des grandes enseignes. Oui, non, Alexandre, je peut-être. peux compléter, hein, Non, non, mais je pense que il faut pas voir la sous-traitance qui s'inscrit forcément dans des industries ou dans des grosses industries ou des gros donneurs d'ordre. Non, non, la sous-traitance, elle peut être à tout niveau dans différentes structures. Elle peut aller encore une fois, on peut dédier 2, 3, 4, 5 salariés. Il faut savoir par contre que on y met du management, donc il faut quand même que la structure supporte ce management. Mais dans tous les cas, non, non, ça ne s'adresse pas que aux gros donneurs d'ordre, bien au contraire. La sous-traitance peut être, et même à des intérêts, sur des petites sociétés qui ont besoin de réactivité et où l'embauche de personnel a un impact beaucoup plus important si la situation évolue d'une façon peu favorable ou à une saisonnalité. Dans ce cas-là, bien au contraire, la sous-traitance s'inscrit très fortement dans de la saisonnalité et ces entreprises, quand bien même c'est des PME, ont tout intérêt à s'adresser à de la sous-traitance pour couvrir justement leurs besoins ponctuels. en revanche, et pour compléter ta réponse, Alexandre, et ça répond peut-être à ta précédente question aussi, Benoît, c'est que nous, on sera vigilants sur la durée du contrat. C'est-à-dire que quand on s'engage dans une démarche d'externalisation, et quelle que soit la taille en fait, après on a quand même un niveau d'activité, mais on va regarder aussi si c'est une démarche opportuniste, si c'est vraiment réfléchi. Donc là, on travaillera aussi, et je pense que c'est aussi votre métier, Benoît, d'accompagner des groupes dans cette réflexion. C'est pas un test, parce qu'il y a des enjeux derrière, il y a des vrais impacts. Il y a du transfert de compétences, il faut maîtriser le processus, on peut perdre des choses, et nous, on sera vigilants sur l'engagement, parce qu'on va mettre des moyens, parce qu'on va staffer une équipe, et la sous-traitance, c'est une logique moyen terme. Ce sont des contrats, aujourd'hui, les contrats sur lesquels nous opérons, on travaille beaucoup sur des contrats 3 voire 5 ans. On peut entendre un client se dire, tiens, je fais quand même un pilote d'1 an, mais le pilote d'1 an, nous, on l'associe généralement à de la reconduction rapide et pas de la reconduction court-termiste en fait. On se dit les choses, on est prêt à avoir cette logique de test and learn, hein, c'est très start-up, hein, ou un POC, on teste quelque chose, mais en revanche derrière, il faut que si c'est probant, on s'engage sur une durée parce que ça impacte à la fois l'équipe, parce qu'il faut qu'on fidélise nos collaborateurs, on aura investi, et le vrai retour sur investissement, qui est l'un des facteurs clés pourquoi j'externalise, c'est qu'il y a un bénéfice, il y a une équation économique par des gains de productivité, par la digitalisation, par différents leviers, et forcément, il faut qu'un client s'y retrouve financièrement pour se dire, mais c'est moins cher de le faire auprès d'experts que de le faire moi-même.
Et ça, en fonction de la maturité d'un programme d'externalisation, il y a des évolutions. On fait progresser en fait nos programmes. Ça, c'est aussi un point que nos interlocuteurs doivent bien intégrer. C'est-à-dire que quand on externalise, et je pense que vous l'avez précisé, mais je le redis, c'est important. Nous, on est toujours dans une logique, et ce qu'a évoqué d'ailleurs Alexandre, ce plan d'amélioration continue, il est critique. C'est-à-dire que quand on prend une activité, on est toujours dans une démarche d'évolution, de maturité, parce que le monde évolue, se transforme. On a des impacts, des facteurs exogènes, des chaos permanents. On est dans un monde en pleine transformation, hein. Le VUCA qui est devenu le BANI maintenant, enfin, on est dans un domaine où même les projections sont compliquées. Et nous, on se doit toujours d'anticiper des tendances. La robotisation, la digitalisation, les métiers changent et surtout nos clients changent en fait. Toujours penser c'est quoi la stratégie d'évolution du client, son positionnement marché, et on se doit d'être en adaptation permanente et proposer des évolutions de modèles. C'est pour ça que le schéma d'externalisation doit s'inscrire dans des évolutions, et nous, on doit être force de proposition dans le cadre de nos points de gouvernance auprès de nos clients. Merci messieurs. Alors le temps passe. Je voudrais juste me permettre encore une question parce que Oui. Et c'est un point qui me semble intéressant. Vous avez parlé donc de convention collective, de service, avec un avantage vis-à-vis de la convention collective de certains clients, j'imagine, hein, et vous l'avez dit aussi. Ça veut dire derrière, parce qu'il peut y avoir des réticences aussi, ça veut dire derrière que quand vous reprenez une activité in situ, vous reprenez les effectifs, il y a un transfert d'employeurs finalement pour l'effectif qui est en place sur le site, l'effectif logistique. Alors Benoît, c'est une très très bonne question, mais c'est une question très sensible en fait, surtout en France, parce qu'il y a un cadre législatif qui s'appelle l'article 1224.1. Encore une fois, c'est oui, et c'est un sujet très sensible. Aujourd'hui, ça dépend vraiment, et c'est vraiment conditionné. Donc, il faut respecter les prérogatives de cet article. Et aujourd'hui, on ne s'interdit pas en fait, mais c'est surtout en fonction de l'enjeu, du projet, du client. On a la capacité, nous, quand on répond à un appel d'offres, l'idée, c'est déjà de comprendre vraiment ce qui est sous-jacent dans la réflexion du client. Où est-ce qu'il veut amener effectivement cette trajectoire et pourquoi il est dans cette démarche. On peut effectivement être dans le cadre d'appel d'offres où il y a un prestataire existant et ce prestataire et donc qui est mis en concurrence. C'est un jeu classique. Donc nous, on peut répondre dans le cadre de cet appel d'offres. Maintenant, l'activation ou pas de cet clic, c'est un sujet sur lequel je ne souhaite pas me trop détaillé parce que c'est un sujet qui est sujet à interprétation. Il y a aussi de la jurisprudence. L'important, nous, notre vocation, c'est quand on fait notre proposition technique et commerciale, c'est de répondre à un cahier des charges et proposer des niveaux de service qui répondent aux enjeux, mais surtout qui répondent au-delà peut-être des enjeux du client. Merci beaucoup Grégoire, merci Alexandre. Je pense qu'on va être obligé d'arrêter là, malgré. Je poursuivrai bien la discussion avec vous autour d'une bonne table et d'un bon verre, mais malheureusement on est à distance. Je suis persuadé que les participants le feraient aussi. Merci encore pour ce témoignage. Encore une fois, nous avons invité Grégoire et Alexandre de la société Adéco Outsourcing sans aucun, enfin en toute liberté, en neutralité, un contrat, sans coût caché, sans facturation entre nous. Voilà, je pense qu'il faut, c'est clair, hein, on souhaite garder nous notre neutralité sur le marché vis-à-vis donc des différentes solutions. Juste avant de se quitter. Je vous propose ici de retenir 3 dates dans vos agendas. Alors, mis à part les dates des prochains webinaires qu'on va dans le prochain dans 2 semaines ou dans 3 semaines, j'ai plus en tête. On peut vous retrouver en présentiel sur le salon Euro Supply Chain de Mulhouse. Ce sera le 8 juin prochain.
On organise également sur Paris, et là c'est pas un salon, c'est vraiment une journée de workshop. Chez Noma Business School, on invite nos prospects, nos clients pour discuter des projets d'automatisation. Voilà un sujet qui, avec les problématiques RH qu'on rencontre aujourd'hui, a du sens et nos clients se posent des vraies questions. On va vous aider à y répondre. Et puis nous serons présents, alors ça c'est un peu plus tard dans l'année, du 7 au 9 novembre au salon Transport et Logistics Meeting. Et ce sera donc à Cannes. Et puis encore une dernière information pour les clients qui ont aujourd'hui des systèmes automatisés, j'en parlais il y a quelques secondes. On lance une grande enquête et on a besoin de vos retours d'expérience sur cette notion d'implémentation de systèmes automatisés. N'hésitez pas, flashez le QR code, allez sur notre page LinkedIn sur Simco Consulting France. Vous retrouverez cette enquête ainsi que d'autres communiqués. N'hésitez pas à vous y rendre. Voilà, merci messieurs. Merci à vous. Merci à vous. Beaucoup Benoît et merci à tout le monde. Au plaisir, à bientôt, au revoir. Au plaisir, au revoir. Au revoir.